Mon client reconnaît l'entièreté des faits qu'on lui reproche et qu'il a commis. Vous savez, c'est quelqu'un en réalité qui a reconnu dès la garde à vue, qui a vécu en fait sa garde à vue comme un soulagement. Il a vécu son incarcération comme une incarcération libératoire et aujourd'hui, je pense que la question qui va se poser à la cour d'assises est de savoir comment on juge, quelle est finalement la juste peine par rapport aux faits qu'on lui reproche. Mais quel mot il pose, lui, aujourd'hui, sur les horreurs qu'il a pu commander en ligne, sur oui, les horreurs qu'il a fait subir à ses enfants? Alors mon point de vue, je pense que c'est le point de vue de toute personne. Ce sont des faits qui sont évidemment terribles, qui ont été commis aux Philippines et que mon client a pu voir et commander par le biais d'Internet. Et c'est également son point de vue à lui. Il a totalement conscience aujourd'hui, après 3 ans de détention, après tout le travail qu'il a pu faire avec des psychologues en détention, de l'horreur des faits qui étaient commis derrière la caméra et auxquels finalement il a participé. Malgré la distance et malgré le fait que tout ça était pour lui au départ virtuel. Je sais que vous êtes son avocate, mais j'imagine que vous aussi, ça a dû vous révulser. Enfin, tout ce qu'on lit dans le dossier est absolument terrible. Oui, je pense que ça n'échappe à personne que ces faits sont terribles, évidemment. Et là-dessus, il y a aucun doute et mon client est le premier à le reconnaître. Mais vous dites qu'il a fait un travail sur lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce qu'il vit les choses aujourd'hui? En réalité, je pense qu'il avait une addiction à ces contenus pédopornographiques et aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'il est en détention, donc 3 ans finalement qu'il est totalement sevré de tout ce contenu et 3 ans également qu'il voit un psychologue toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines et qu'il travaille sur comment il a pu en arriver là, à avoir ce besoin de regarder ces contenus atroces et comment, qu'est-ce qui résonne finalement dans son histoire personnelle peut-être et qui pourrait expliquer pourquoi il en est arrivé là et comment il peut aujourd'hui se sevrer de cette pédophilie qui l'a et qui le hantait pendant toutes ces années. Restez avec nous, maître, s'il vous plaît. Alexandra Gonzalez, il faut qu'on s'arrête sur le profil de cet homme, de cet accusé. Je le disais, graphiste mondialement réputé. Oui, il a travaillé sur de grands dessins animés que tout le monde connaît, hein, pour citer le dernier en date, Ratatouille, mais avant il y a eu Le Bossu de Notre-Dame, Lilo et Stitch, ou encore Là-haut des studios Pixar. Donc les studios s'arrachaient son travail, mais en parallèle, le soir, lorsqu'il était chez lui, il commettait ses actes. Je n'utilise pas le conditionnel, même s'il est présumé innocent, parce que, comme le disait son avocate, il reconnaît ses faits. Le procès va tout de même servir à essayer de comprendre les contours de ce phénomène, comprendre pourquoi cet homme est passé à l'acte pendant tant d'années. On parle d'une prévention des faits qui va de 2009 à 2021 à un homme qui était inséré professionnellement, qui avait une vie de famille. Il a 2 enfants issus de 2 mariages différents. Il était en couple. Les dernières années avant son arrestation, son couple battait de l'aile, il faisait chambre à part avec sa femme, mais il avait une vie de famille. Et ses collègues d'ailleurs qui ont été entendus par les enquêteurs, ses proches, ses frères et sœurs, certains vont être entendus d'ailleurs dans cette salle d'audience. Tout le monde est tombé des nues, décrivant un homme bienveillant, je reprends leurs mots, hein, bienveillant, courtois, amical, sympathique. Pas du tout la personne dont on pouvait se méfier, disent-ils, et dont on pouvait soupçonner qu'il commettait ces actes, qu'il faisait commettre ces actes à distance. Maître Pessel, un dernier point sur lequel je voudrais insister. Alexandra en parlait tout à l'heure. Il n'y a aucune victime qui a pu être identifiée. Les autorités philippines n'ont pas collaboré, n'ont donné aucune information. Qu'est-ce que ça change pour ce procès? Je pense que ça change pas grand-chose parce que justement, mon client a reconnu les faits et a donné beaucoup de détails. En réalité, il n'a pas attendu qu'on lui montre des preuves. Il n'a pas. C'est un phénomène, comme on l'a expliqué, c'est du live stream, donc ça veut dire que ce ne sont pas des vidéos qui sont enregistrées. Donc on n'a pas de preuves objectives de ce qui s'est réellement passé. Et les preuves qu'on a dans ce dossier, ce sont les déclarations de mon client. Donc je pense que si aujourd'hui on est devant la cour d'assises, c'est également grâce à ses aveux. Et je pense que ces aveux suffiront évidemment à ce qu'il soit condamné.
mais c'est un élément qui est important de prendre en compte aujourd'hui. C'est que sans cette parole-là, on serait sûrement devant un tribunal correctionnel, puisque habituellement, ces faits, ce phénomène qui a commencé à être judiciarisé et sont jugés devant des tribunaux correctionnels parce que les auteurs ne reconnaissent pas les faits qui ont été commis derrière la caméra. Ouais, et ici, ce procès s'ouvre effectivement devant la cour d'assises de Paris. Vous vouliez ajouter quelque chose, Alexandra ? Oui, je voulais ajouter quelque chose sur ce phénomène. Donc aux Philippines, il faut savoir que près d'un demi-million, d'après les associations, près d'un demi-million d'enfants aux Philippines sont victimes de ces abus sexuels qui se commettent toujours dans des situations d'extrême pauvreté, avec donc des parents eux-mêmes qui prostituent leurs enfants moyennant 3, 4, 5 euros, parfois jusqu'à 300 euros, mais des sommes dérisoires pour des actes sexuels terribles commis donc sur des enfants. Merci Alexandra Gonzalez. Merci.